Salut à toutes et à tous, c'est Anna, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui bien entendu va être consacrée au mouvement du 17 novembre, ce fameux mouvement de blocage national contre la hausse du carburant et la hausse des taxes ou mouvement des gilets jaunes comme certains peuvent l'appeler. On va essayer de l'analyser à ma manière avec une vision de classe en fait de cette situation convulsive. Je vais essayer de m'attacher en tout cas à analyser la situation du 17 novembre sur 4 points. Le premier c'est où en est Macron et le macronisme après 15 mois à la tête de la présidence de la 5e République. La deuxième chose, c'est cette fameuse question de transition écologique ou j'ai envie de dire de manière générale d'écologie. Est-ce que c'est progressiste d'augmenter la hausse du carburant et des taxes ou bien est-ce que c'est une supercherie du capitalisme? Le troisième point, c'est ce fameux clivage autour du 17 novembre, à savoir est-ce que le 17 novembre est un mouvement facho, un mouvement d'extrême droite ou non? Et puis le quatrième point, c'est où en est le mouvement ouvrier dans tout ça? Où sont les organisations syndicales, associatives et politiques du mouvement ouvrier? Pourquoi il y a un silence, j'ai envie de dire un silence de mort autour du 17 novembre? Pourquoi il n'y a aucune perspective? Pourquoi il n'y a aucune critique, aucune analyse de classe politique qui est faite du 17 novembre? Alors, on a un Emmanuel Macron en fait qui est complètement en crise. Il y a encore quelques jours, il a dû prendre plusieurs jours de repos parce qu'il faisait un burn-out tellement il en pouvait plus. Il faut savoir qu'après 1 an et demi, c'est déjà le président de la 5e République le plus détesté par les Français. C'est juste incroyable. Il y a un retraité dans les Ardennes qui le dit encore mieux que moi. Monsieur Macron, vous êtes un escroc. Et c'est cette réalité en fait qu'est le macronisme et qu'est Emmanuel Macron aujourd'hui. Et tout le monde est en train de s'en apercevoir. On a vu déjà après les 3 mois de bataille du rail dont il a eu énormément de mal à se défaire. On se rappelle, derrière, il y a eu la crise autour de Benalla, où en fait, on a vu que le président du Nouveau Monde, il avait les mêmes techniques de barbouze que les anciens présidents. Et puis, derrière, il y a eu plein d'affaires. Il y a eu cette crise aussi autour du prélèvement à la source, en fait, où on a vu qu'ils n'étaient pas convaincus de ce qu'ils étaient en train de faire. Donc, c'est beaucoup de choses qui sont en train de se passer dans ce quinquennat. Et le 17 novembre, il est en train de révéler ce truc-là autour du macronisme, autour de Macron, qu'en fait, Macron, Jupiter, c'est vraiment du flan, c'est vraiment une supercherie et qu'il y a peut-être moyen en fait de s'organiser, il y a peut-être moyen de se relever et de fracasser en fait ce néolibéralisme, ce capitalisme qu'est en train de nous proposer Macron, le Macron des ultra riches, le Macron en fait du CAC 40, le Macron des présidents, ce Macron banquier en fait, et tout le monde est en fait en train de s'apercevoir de ce qu'est réellement Macron et le macronisme. Alors sur ce deuxième point justement autour de la transition écologique et de l'écologie de manière générale, on voit qu'il y a une supercherie en fait qui est lancée par le gouvernement Macron de dire tous ceux qui sont opposés justement à la hausse des taxes et à la hausse du carburant en fait ce sont des salauds de pollueurs, voilà, et que notamment le mouvement du 17 novembre c'est un mouvement des salauds de pollueurs. La réalité c'est que c'est faux, c'est que le plus grand pollueur c'est Macron justement en France. Le plus grand pollueur de manière mondiale c'est le capitalisme. Il n'y a pas plus pollueur que le capitalisme. Et c'est juste incroyable en fait que Macron nous fasse croire que lui, la main sur le cœur, Macron et son gouvernement sont pour la transition écologique alors que derrière ils nous font passer des réformes du ferroviaire qui supprime un certain nombre de kilomètres de lignes, un certain nombre de gares, qui met en place en 2015 les autocars Macron, qui derrière donne la possibilité à des entreprises canadiennes de faire de l'exploitation aurifère d'une montagne en Guyane, de permettre aux super production d'agriculture de pouvoir utiliser le glyphosate de manière massive. Voilà, c'est tout ça Macron. C'est tout ça Macron. Et puis on peut regarder partout le capitalisme tel qu'il se comporte avec l'écologie parce que l'écologie c'est aussi un projet pas qu'anticapitaliste mais ça doit être un projet internationaliste parce qu'on ne peut pas tolérer nous, le petit Gaulois, le petit Français, le prolétaire de France de se préoccuper uniquement de nos dépenses d'essence, nos émissions de carbone ou la manière dont on se brosse les dents. Est-ce qu'on ouvre le robinet de manière trop importante ou non? Parce que derrière, tu as un mec comme Bolsonaro qui est en train de te dire « Moi, je vais raser l'Amazonie, que j'en ai rien à foutre de l'Amazonie, que je vais faire des autoroutes. » On a des gars comme Trump qui sont en train de te dire « Moi, de toute façon, je vais sortir de l'accord de Paris, etc. etc. » Donc toi, tu te rends compte que en fait, on est en train de t'augmenter ton essence, que derrière, c'est le peu d'argent que tu as mis de côté, en fait, il va dans les énergies fossiles et qu'il n'y a aucune transition qui est proposée parce que c'est ça le nerf de la guerre.
C'est qu'à un moment donné, on ne peut pas faire d'écologie sans transition écologique. Et la transition écologique, elle passe par le service public. Elle passe par le service public. On ne peut pas supprimer des hôpitaux et forcer les gens justement à devoir faire non plus 500 mètres, mais devoir faire 50 km pour pouvoir aller se soigner. On ne peut plus forcer les gens à devoir faire 100 km aller, 100 km retour parce qu'on ferme leur gare, parce qu'elle fait perdre 2 millions d'euros de plus chaque mois. C'est juste pas possible. Donc on ne peut pas avoir un projet politique de cette manière-là et se poser en fait comme le garant de l'écologie. Voilà, donc le 17 novembre, rien que pour ça en fait, rien que pour dénoncer cette question de la hausse des taxes et du carburant comme un effet en fait qui n'a rien d'écolo, eh ben il est positif. On arrive sur ce troisième point justement autour du clivage que crée le 17 novembre, à savoir est-ce que c'est un mouvement facho ou non. Voilà, on voit qu'il y a beaucoup d'affrontements en tout cas dans les différents groupes sur les réseaux sociaux où certains en gros t'expliquent que c'est pas un mouvement qui est parti de la fachosphère, d'autres qui te disent bon il y a des fachos mais en gros il faut se pincer le nez, d'autres qui au contraire le revendiquent ouvertement et sont bien contents qu'il y ait Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan. Voilà, la première chose qu'il faut préciser c'est que ce mouvement-là en fait il n'est pas parti du Front National, il n'est pas parti de Nicolas Dupont-Aignan, c'est une bande de potes, hein, comme ils se décrivent, en fait, du routier, le 22 octobre, qui proposait un événement pour le 17 novembre. Mais tout de suite, après la création de cet événement dont personne n'avait entendu parler, eh ben, le 23 octobre, on a cette fameuse vidéo de Frank Buller. Voilà sa tête en image et vous l'avez sûrement vu, en fait. Il y a énormément de partage de cette vidéo qui s'est fait dès le début, en fait. Et c'est l'un de ceux qui, certes, ne sont pas à l'origine, parce qu'on ne peut pas dire que c'est l'extrême droite qui est à l'origine de la création de ce mouvement-là, mais c'est tout l'effet patriosphère, l'effet citoyenniste, en fait, qui a donné cet élan et ce buzz, en fait, bien entendu, à mettre en perspective avec ce que je disais sur le premier point, sur cette crise de Macron, mais ceci étant que c'est l'extrême droite qui a rendu populaire, en fait, ce mouvement-là. Et ce qui est ultra dérangeant en fait dans le 17 novembre, au-delà de la simple question des revendications qui uniquement sont liées aux taxes et à la hausse du carburant, hein, parce que n'importe quel prolétaire, n'importe quel travailleur, si lui dit mon ami, est-ce que tu préfères que je te baisse 20 € l'essence ou est-ce que tu préfères une augmentation de 200 €, le choix il est vite fait. Donc à un moment donné, on comprend que ce mouvement-là, qui a vu le jour maintenant il y a quasiment 3 semaines, 1 mois, eh ben il a jamais pu se renouveler, mais parce qu'il n'a aucun intérêt en fait à se renouveler dans un mouvement où c'est généralement les petits patrons qui sont à la manœuvre, parce qu'aucun petit patron en fait n'a envie d'entendre parler de partage du temps de travail ou d'augmentation des salaires. Ce n'est pas dans leur intérêt. Donc voilà, on a un certain nombre de personnes qui essayent de faire de ce mouvement-là un mouvement fourre-tout. Voilà, et chacun il y va, il met ses revendications. Mais la réalité, c'est qu'on peut revendiquer ce qu'on veut, poser son préavis de grève pour le 17 novembre. La réalité, c'est que le 17 novembre, il est estampillé, il est associé à 99,9% à la question du carburant et des hausses de taxes. Et que le 17 novembre au soir, le 18 au matin, ce ne sera pas le travailleur qui, lui, a fait le 17 novembre pour des hausses salariales qui sera invité, mais ça sera Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan qui diront que eux, l'extrême droite, la main sur le cœur, eh ben, ils étaient du côté des petites gens, de la populace, du petit peuple qui galère, alors que Nicolas Dupont-Aignan, 2 petites secondes, voilà, en image que moi j'ai dit à Nicolas Dupont-Aignan qui voulait s'approprier la bataille du rail, cette réforme ferroviaire, où moi je lui explique en tout cas que les ouvriers, les prolétaires, ils n'ont aucun intérêt commun à militer, à lutter aux côtés de bourgeois d'extrême droite comme peut l'être en tout cas Nicolas Dupont-Aignan. J'ai souvenir que vous étiez dans la présidentielle le candidat avec le plus gros patrimoine. Vous, de mémoire, 2,5 millions, je crois, j'avais vu un article sur Le Point. Vous êtes député, c'est-à-dire que vous êtes un politicien professionnel, où vous amenez un discours où vous essayez de nous vendre en fait une soupe, c'est-à-dire d'être proche du retraité qui est précarisé, du travailleur de Whirlpool qui va se retrouver sur le carreau, etc., etc. Voilà, donc en gros, pour expliquer que
le tout n'est pas de dire est-ce que c'est à l'origine ou pas à l'origine, mais on n'a pas à se pincer le nez en fait pour faire un mouvement et accepter en fait qu'il y a des fachos. À la limite, ils auraient dû le dire. Et moi, c'est ça que je reproche en fait dans ce 17 novembre, de dire que c'est un mouvement apolitique. C'est faux. On est dans un monde en fait fait d'exploitation et de domination de classe, et on ne peut pas dire qu'un mouvement contre la hausse des taxes, contre la hausse du carburant, c'est un mouvement apolitique. C'est complètement faux. Et c'est un mouvement en fait qui est en train d'essayer d'annihiler, si je puis dire, d'essayer de supprimer toute notion de classe, de faire croire que toi le travailleur, toi le smicard, toi le chômeur, toi le retraité en galère à la fin du mois, t'as le même intérêt que le patron qui a 10 camions. C'est faux. Que toi le prolétaire, que toi l'immigré, que toi le sans-papier, t'as les mêmes intérêts pour 20 € d'essence que Nicolas Dupont-Aignan qui est millionnaire et qui est un des sénateurs, un des députés en tout cas les plus jeunes. Dès 20 ans, il était déjà politicard. Tout ce système-là, il est à péter, et justement pour le péter, il faut déjà pouvoir faire en sorte que le mouvement il soit sur des bases saines et il soit notamment sur des bases de classe. Voilà. Enfin, sur cette quatrième et dernière question, qui est le mouvement ouvrier aujourd'hui dans la perspective du 17 novembre, on voit qu'il y a un silence de mort en fait. La réalité, c'est que les confédérations syndicales, à part Solidaire et la CGT qui ont proposé un communiqué très rapidement en fait autour de cette question-là, il n'y a rien qui est proposé, il n'y a aucune alternative, et c'est ça qui est dangereux, c'est que le 17 novembre, en partie en tout cas, les organisateurs du 17 novembre posent cette question-là comme une question apolitique, en dehors de toute étiquette syndicale, comme si le fait d'être syndiqué, comme si le fait d'avoir une organisation du mouvement ouvrier, c'est nocif, c'est mauvais, et c'est ça qui est dangereux, c'est que renforcer aussi le 17 novembre, c'est aussi attaquer de plein fouet l'histoire du mouvement ouvrier, c'est aussi attaquer de plein fouet en fait tous les organes d'auto-organisation en fait du mouvement ouvrier, toute la politique que peut transmettre et que peut essayer de proposer le mouvement ouvrier, de dire que c'est apolitique, c'est faux. Quand on est dans un monde fait d'exploitation et de domination, comme je le dis, on ne peut que faire de la politique. Et le fait qu'il y ait un 17 novembre, c'est aussi un des symptômes en fait justement du fait que les organisations syndicales, à travers notamment la charte d'Amiens, et je ne vais pas m'étendre beaucoup plus là-dessus, mais de fait de dire, attention, tu fais du syndicalisme, tu fais pas de la politique, fais du syndicalisme, fais pas de la politique. Ah, toi, fais attention, tu es en train de faire de la politique là. C'est mauvais, et au final, c'est mauvais parce qu'aujourd'hui, on a des ouvriers qui n'arrivent même pas à avoir une lecture de classe et une vision de classe de ce qui est en train de se passer. Que non, que quand on est un prolétaire, que quand on est un militant de Solidaire, de la CGT ou que sais-je, on ne manifeste pas avec Dupont-Aignan. Que le 17 novembre, ce n'est pas le début de je sais pas quoi. Parce qu'avant, il y a eu 36, il y a eu 68, il y a eu 47, il y a eu 95, il y a eu 86, il y a eu 2010. L'histoire du mouvement ouvrier, elle est vaste et elle est longue et elle est riche d'enseignements. Et on ne peut pas dire qu'en fait, l'histoire de la lutte, c'est le 17 novembre. En fait, tout ce qui s'est fait avant, c'est du pipi. Il n'y a rien. Nous, si on obtient 20 € de moins de l'essence, c'est le début de je sais pas quoi. Et c'est ça le problème, c'est que le fait que le mouvement ouvrier en fait ne dise rien du tout et ne propose aucune alternative et fasse en sorte de monter des grèves de 24 heures, des grèves perlées, des grèves saute-mouton, à un moment donné, il faut arrêter ça. Parce que le 17 novembre, s'il existe aujourd'hui, c'est aussi parce qu'il y a eu des stratégies de la défaite qui sont cumulées. Il y a aussi des revendications syndicales qui sont de plus en plus petits bras, moi comme je les appelle, c'est-à-dire défensives. On essaie de maintenir et de garder nos acquis sociaux. Moi, au moment de la bataille du rail, je rêvais de dire mais nous on veut la retraite pour l'ensemble des travailleurs. Au-delà du rail, nous on voudrait que tous les travailleurs de France et de Navarre ils partent à 50 ans et à 55 ans. On rêverait de ça et c'est comme ça en fait qu'on arrive à faire d'une bataille du rail une bataille du tous ensemble. C'est comme ça qu'on arrive en fait à élargir, à montrer que le syndicalisme c'est pas un truc corpo, c'est pas un truc en fait de trahison, de négociation. On voit ces journalistes là qui sont en train de dire le 17 novembre c'est dangereux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de dirigeants. Parce que lorsque on a un problème avec la CGT, on appelle Martinez pour négocier. Et le problème c'est ça, c'est qu'on fait croire que le syndicalisme en fait c'est un relais du patron, c'est juste pour négocier. Le syndicalisme c'est l'outil au service de la lutte des travailleurs. C'est pas fait pour négocier, c'est pas fait pour discuter des amendements à l'Assemblée nationale ou de négocier la régression sociale, un peu à l'image de ce que nous propose l'UNSA à la SNCF pendant ces élections, alors qu'on est en train de massacrer le service public ferroviaire, on est en train de massacrer les acquis sociaux et le statut des cheminots. Voilà ce qu'ils nous proposent. Regardez-moi ça, que du rêve. France-Angleterre, 10 €. Et c'est pas tout, Center Park. Astérix. 155 avec balles. le repas. Putain, l'UNSA.
Voilà, donc c'est contre tout syndicalisme en fait réformiste qui trahit en fait le mouvement ouvrier, qui négocie le poids des chaînes, la régression sociale, qui te parle de voyage plutôt que de te parler d'augmentation salariale. C'est parce que il y a tout ça à régler en fait dans le mouvement ouvrier. Il faut que les travailleurs, les travailleuses, ils se syndiquent massivement, ils militent, ils nettoient en fait les organisations syndicales de tous ceux qui sont là pour les trahir. Faut pas aller s'organiser en fait entre soi, machin, on sort au bout de la rue, on met un gilet, c'est sympa, mais à un moment donné, si on veut mener réellement une lutte efficace, il va falloir que les travailleurs ils prennent leur destin en main, ils s'organisent, mais à travers les outils et les organisations du mouvement ouvrier. C'est la seule solution avec laquelle, dans l'histoire, on a avancé des acquis sociaux, on a gagné, on a mené aussi dans certains pays des révolutions des travailleurs. C'est comme ça et uniquement comme ça. Et c'est pas en manifestant avec Nicolas Dupont-Aignan pour obtenir 20 € en moins sur un plein, qu'on va obtenir quoi que ce soit. Parce que le jour où Nicolas Dupont-Aignan, il sera à la tête de la présidence de la République, en plus des policiers qui soutiennent le mouvement, Nicolas Dupont-Aignan il demandera aux policiers d'aller réprimer la moindre grève, la moindre manifestation que tu feras. Et c'est ça la réalité, on l'a vu, les policiers qui appellent à se joindre au 17 novembre, c'est les mêmes qui délogent les ambulanciers sur le périphérique, c'est les mêmes qui délogent les piquets de grève devant l'hôtel Hayat, c'est les mêmes qui délogeaient en 2016 les raffineries, c'est les mêmes en 2018 qui gazaient les cheminots devant la gare Montparnasse. Voilà, donc à un moment donné, grand bien face à tous ceux qui veulent manifester comme ça dans un gloubi-boulga avec tout le monde. Mais il va falloir qu'après le 17 novembre, on organise la lutte, une lutte de classe offensive face à Macron, face à son gouvernement. C'est la seule solution. Et en tout cas, moi, j'ai bon espoir qu'on rentre justement à travers cette période convulsive, dans un mouvement d'ampleur, dans un mouvement où les travailleurs, les précaires, les retraités, les chômeurs, les étudiants, tout ce beau monde, en fait, se retrouve dans un même objectif, celui d'une lutte de classe. Voilà. Salut à toutes et à tous. Ciao.